Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Et nous avons un programme chargé aujourd'hui puisque nous allons recevoir, comme chaque mois, Arnaud Marion pour faire un tour de l'actualité du mois écoulé dans les entreprises françaises. Trois sujets ont retenu notre attention aujourd'hui. D'abord, la chute de Sigfox, symbole de la tech française. On a la nomination au poste de directrice générale d'Orange de Christelle Edman. Et puis, on essaiera de brosser un petit peu une revue des programmes politiques de nos candidats à la présidentielle en matière d'économie. On partira en voyage au Japon avec une marque japonaise d'horlogerie qui vient de se lancer, de se déployer en Europe avec de grandes ambitions et notamment en France avec un flagship Place Vendôme. Et puis on terminera par deux personnages qu'on n'imagine pas forcément ensemble sur un plateau, le directeur de la communication de BNP Paribas et la présidente de Publicis Groupe France qui lancent ensemble un programme pour aider les entrepreneurs à impact. C'est le programme de Bismart, l'émission pour ce soir. Et pour commencer cette émission, je reçois comme chaque mois Arnaud Marion. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes donc fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise et on fait le point comme tous les mois sur ce qui bouge dans l'actualité des entreprises françaises. Et c'est vrai que moi, je voudrais qu'on s'arrête sur un symbole qui a fait assez peu d'écho finalement dans la presse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a été assez peu traité. C'est le cas de Sigfox qui a été placé en redressement judiciaire. Tout le monde se félicite des nouvelles licornes, de la French Tech. On a eu le Next 40 et le French Tech 120 là récemment. Et pourtant, on a l'un des pionniers de la French Tech qui se trouve aujourd'hui en redressement judiciaire. En 2016, c'était la plus grosse levée de fonds, patron emblématique Ludovic Lemohan qui s'exprimait beaucoup à l'époque dans la presse. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette entreprise? D'abord, elle vit un cycle normal d'entreprise, en fait, et on s'étonne pas trop qu'une industrie, une entreprise industrielle ou classique ait connu des beaux jours et puis connaisse des difficultés. Et on a tendance à s'en étonner en fait sur la tech. Pourquoi ? Parce que finalement, les entreprises dans la tech, elles meurent un peu naturellement. Dès qu'elles ont plus de levée de fonds, elles meurent. Là, ça a duré beaucoup plus longtemps. C'est surtout que Sigfox, ça a été quand même un pionnier, le pionnier de l'Internet des objets, de l'IoT, comme on dit, en développant un système propriétaire, un peu à la façon d'Apple. Et effectivement 300 millions de levées de fonds jusqu'à présent et ils n'ont pas réussi finalement à poursuivre cette aventure et ils sont un peu perdus dans leur business model. Mais ce qui leur arrive, c'est normal, je pense que c'est un signe de maturité. Vous savez, la tech, ça a 20 ans, les entreprises de la tech. Pour d'autres, c'est déjà 30 ans. Donc, c'est quelque chose de normal. Moi, je me souviens, j'avais discuté il y a 2 ans avec un des associés de chez Partech en disant, vous savez, il y aura un mouvement de restructuring dans tout ce qui est, c'était Philippe Colombel, il y aura un mouvement de restructuring dans tout ce qui est entreprise de la tech, de l'Internet et du digital. Et il m'avait répondu, peut-être, mais en fait, c'est pas encore mature parce que finalement, ces entreprises ne tiennent qu'à leurs équipes et dès que ça va mal, les équipes partent. Mais c'était conjoncturel, le problème chez Sigfox, ou c'était plutôt structurel ? Pour moi, c'est carrément un problème de business model. Ils ont eu une idée assez géniale qui est à très très bas débit. Vous savez que Sigfox, le système Sigfox, ça équipe à peu près 75 pays et ça couvre une population d'1,3 milliard d'habitants. Leur réseau complet consomme moins qu'une seule antenne 5G. Donc c'est du système C'était quand même hyper prometteur. C'était hyper prometteur. Après, ils ont voulu faire un système à la Apple, donc développer leur écosystème, un système propriétaire. Donc ce qui était un avantage devient en fait une faiblesse, devient un petit peu un inconvénient parce qu'il faut aller au bout du réseau. Et ils ne sont pas allés au bout du réseau parce qu'ils avaient besoin de trouver des opérateurs Sigfox dans tous les pays. Et comme ils ne les ont pas trouvés partout, notamment aux USA ou en Allemagne ou en France, ils l'ont fait eux-mêmes. Donc en fait, ils ont mixé leur business model entre de la tech, leur système IoT, où ils seraient censés vendre en fait une utilisation avec un abonnement de quelques, je sais pas quoi, centimes par utilisation et par balise qui est mise. Et finalement, ils se sont lancés dans l'infrastructure. C'est pas le même modèle économique, c'est pas les mêmes levées de fonds. Donc je crois qu'ils ont surtout brouillé ça. Donc du coup, l'entreprise, elle est pas rentable, elle a été consommatrice de cash. Beaucoup de dettes, c'est ça. 150 millions de dettes et on dit qu'il faudrait encore 300 millions pour déployer le réseau. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir qui va être intéressé par cette entreprise. Est-ce que ça va être un opérateur Sigfox, un opérateur telco? Est-ce que ça va être une entreprise, une SN style Capgemini, ou un industriel en fait? Mais
finalement, c'est quand même assez sain. Si vous me dites que c'est la vie normale d'une entreprise, c'est assez sain qu'on arrive aussi à ce stade-là, même si c'est un peu triste pour Sigfox, mais c'est un peu sain que l'écosystème tech français rentre un peu dans la normalisation du fonctionnement d'une entreprise. Alors c'est un peu une des premières parce que c'est une marque, on la connaît, une marque B2B, mais on la connaît quand même beaucoup. C'était le pionnier des internets des objets. Je vous rappelle que leurs objectifs, c'était pour 2023 1 milliard d'objets connectés. Ils en sont à 20 millions. Oui, on en est loin. Oui. Voilà, on en est très loin. Et je vous rappelle que les études des cabinets de stratégie à l'époque disaient en 2015 qu'à l'horizon 2020-2025, il y aura 20 milliards d'objets connectés. On en est à 5 milliards, ce qui est déjà pas mal. Mais donc, ça ne s'est pas développé aussi vite. Et aujourd'hui, c'est un peu concurrencé par la 5G. Il faut voir que Sigfox, dans sa part de marché mondial, ça représente aujourd'hui 4%. Et c'est surtout LoRa qui est un de ses concurrents, qui a 40%, avec un autre qui s'appelle BD IoT, qui a à peu près 40%. Donc du coup, c'est devenu quand même un nain à l'échelle du monde. Mais avec un système durable, la pile dure 10 ans. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Mais bon, pour conclure, les levées de fonds, c'est bien, la rentabilité, c'est mieux. Bah oui, au bout d'un moment, la phase de maturité, vous savez, la phase de maturité, c'est automatiquement la rentabilité. En fait, une entreprise de la tech, elle se finance sur son futur. Une entreprise industrielle, elle se finance sur son passé, sa capacité à générer des cash flows. C'est la grande différence. Il y en a une, c'est les cash flows. L'autre, la sanction, c'est le chiffre d'affaires qu'elle va éventuellement faire ou le développement qu'elle va faire. Mais c'était certainement un bon modèle. Ils n'ont pas poussé finalement le modèle d'abonnement. Et ils se sont perdus, ils auraient dû trouver vraiment un vrai partenaire dans l'infrastructure. Bon, on suivra le dossier en tout cas, parce qu'effectivement c'est un redressement judiciaire, donc il y aura des suites. Autre actualité ce mois-ci, évidemment l'arrivée de Christelle Hedman à la tête d'Orange, en tout cas au poste de DG, puisque les fonctions de président et directeur général sont maintenant séparées. Est-ce que ça veut dire que, au regard de cette tendance qui ne touche d'ailleurs pas qu'Orange, mais plein d'autres grandes entreprises, on n'aura jamais de femmes au poste de PDG dans le CAC 40 ? Alors, c'est vrai que c'est un peu vache parce qu'à chaque fois qu'on a voulu nommer une femme, on lui a dit non, toi tu seras DG, on va te mettre un président pour t'encadrer. On a vu la pauvre Isabelle Kocher qui a vécu un chemin de croix complet malheureusement lors de son passage chez Engie. Je ne suis pas certain qu'elle le méritait à ce point. Surtout quand c'est l'ancien patron qui reste là, qui ne change pas de bureau. C'est compliqué. Mais c'est juste impossible. Ça posera d'ailleurs un problème certainement d'évolution des gouvernances et il faudra que la FAPMEDEF réfléchissent à ça. D'abord, la séparation des fonctions, c'est une recommandation depuis 20 ans dans les rapports AFEP-MEDEF qui se sont succédés. Et moi, je pense que c'est très sain dans une gouvernance. Pourquoi c'est très sain ? Parce que le DG va s'occuper de la mise en œuvre de la stratégie. Et le président, il va s'occuper de gérer au-dessus les actionnaires. On a vu que c'était important. Dans un cas comme Danone, on a vu qu'à un moment, quand on ne gère pas ses actionnaires, les actionnaires font pression, peuvent se retourner contre vous, peuvent voter contre dans des assemblées. Et le président, il est garant d'un équilibre dans son conseil d'administration, garant d'une certaine indépendance. Et puis, il peut être là pour prendre du recul et également challenger le DG quand il voit que quelque chose ne va pas, ou au contraire le supporter au sens anglais du terme et l'aider quand justement il y a une situation difficile à traverser. Mais ça suppose que le binôme fonctionne bien. Et là où je m'interroge quand même sur la stratégie mise en œuvre, c'est qu'elle est nommée, Christelle Hedman, sans qu'il y ait de président nommé. Donc elle va subir en quelque sorte cette nomination qui lui sera à un moment ou un autre imposée. Et là, si elle se retrouve, comme dans le cas d'Isabelle Kocher, avec quelqu'un avec qui ça passe plus ou moins bien, ça la met presque d'entrée de jeu en situation d'échec, vous voyez ? Ça va être compliqué, mais est-ce que les gens savent que finalement Frédéric Oudéa n'est plus le PDG, il est simplement le DG. Qui connaît le nom du président de la Société Générale ? La vraie question par rapport à Orange, dont l'État s'est beaucoup mêlé de la nomination quand même, ce qui est d'ailleurs assez choquant pour une société qui est cotée. Je crois que les actionnaires n'ont pas tellement apprécié. Mais... Bah oui, alors soit ils sont un actionnaire de contrôle, ils ont 29%, ils le sont théoriquement pas, mais si ça se décide dans les couloirs de Bercy, ça pose un problème de gouvernance, parce que logiquement, ça doit être décidé dans le comité des rémunérations et ensuite au conseil d'administration. Mais soit ils cherchent à mettre quelqu'un d'emblématique avec un nom connu comme on l'a vu par le passé chez Engie, et ça peut poser des problèmes, ça peut créer des conflits d'ego, soit effectivement c'est un binôme qui fonctionne. N'oublions pas que Christelle Hedman, elle vient plutôt du B2B, elle vient de l'industrie, on pense que c'est elle qui va faire entrer un peu Orange dans ses nouveaux challenges et dans la modernité
modernité, elle vient pas du tout de l'industrie grand public en fait. Donc du coup, est-ce qu'il y aura un binôme là-dessus ou est-ce que ce sera un binôme plus politique, compte tenu des enjeux de souveraineté? Est-ce que l'État va s'en mêler? Ce qui est juste anormal, en fait, c'est que, d'abord, on savait tous que Stéphane Richard, il y avait cet aléa. C'est sûr, je pense que là, ça fait des années qu'on le sait maintenant, voilà. 2 ou 3 ans. Exactement. Donc c'est pas une surprise et logiquement, le plan de succession aurait dû être prêt. On n'aurait pas dû assister à ces atermoiements. Logiquement, dans ce cas-là, c'est l'administrateur référent, mais c'est Bernard Ramanantsoa, qui est là, qui aurait pu prendre le lead. Alors, bon, ce qu'on a compris, il avait peut-être passé d'ailleurs la limite d'âge ou autre, et il ne voulait pas forcément s'y investir en tant que président d'Orange. Mais ça prouve que cette gouvernance, elle n'a pas bien fonctionné. Et puis, il y a quand même une petite chose, moi, qui me titille. On a choisi un des administrateurs, une des administratrices en l'occurrence, pour devenir DG. Donc, elle était au board et au lieu de... généralement, on est au board, on peut devenir président, mais elle était au board et elle devient DG. Ouais, voilà, elle devient opérationnelle. L'avantage qu'elle avait, c'est qu'elle était au comité d'audit, ce qui lui donne, je pense, une vraie vision. Mais elle va avoir beaucoup de challenges aujourd'hui, notamment. Quels sont les défis, justement, que vous identifiez pour elle, là? Parce que vous parliez tout à l'heure de faire entrer Orange dans l'ère de la modernité. En fait, la question qu'il faut se poser pour répondre à celle-là, c'est quel est le bilan de Stéphane Richard, le véritable bilan, pas le bilan de l'homme sympa qui a mis la paix sociale, pas trop emblématique. Il a fait du bon travail sur la paix sociale ou autre, mais il partait de loin. Oui. Il partait de loin à ce niveau. D'un autre côté, on a vendu quand même pas mal de bijoux de famille. Il y a eu des échecs cuisants. Orange Bank a été un échec cuisant. Tout à fait. L'idée d'aller dans la banque, qui est l'environnement le plus réglementé, alors que tout le monde va dans les fintech, où il aurait certainement peut-être pu exceller. Donc cette histoire, elle a pris fin. Il y avait Jingo, là, qui était son enceinte connectée, qui était censée... Tout le monde a oublié, même moi j'ai oublié le nom. Alors. Voilà, tout le monde a oublié. C'était censé concurrencer De Vialet et autres. On n'en entend plus parler. Donc finalement, aujourd'hui, le groupe qui était hyper internationalisé, en tout cas il y a 15 ans au début, je rappelle, France Télécom, ça valait 250 milliards, ça en vaut 30 aujourd'hui. Ça a quand même beaucoup chuté, on en avait parlé dans une émission précédente, et donc finalement c'est plus vraiment international, quoi. C'est l'Espagne et l'Afrique avec tous les risques politiques. Donc déjà il va falloir faire ce bilan, Stéphane Richard, et deuxièmement, quelle transition elle va faire et où est-ce qu'elle va prendre ses ordres, c'est-à-dire quelle est la feuille de route de l'État s'il y en a une, et quelle est elle sa feuille de route. Et il y a encore des enjeux techno pour Orange, il y a encore 20 millions de foyers et d'entreprises qui sont raccordés par la boucle cuivre, je pense que les jeunes qui nous entendent ne doivent pas comprendre Ils ne savent pas ce que c'est, absolument. On va parler de la campagne présidentielle, puisque vous parliez de politique, avec évidemment des thématiques économiques qui commencent à émerger. Ça a été long, mais là, ça y est, on commence à rentrer dedans. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Déjà, à 70 jours de la présidentielle, j'ai retenu qu'il n'y avait pas grand-chose à retenir. Et que c'était d'une pauvreté idéologique assez affligeante, que ce soit à droite comme à gauche. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas de grandes idées. Alors, on sort un peu d'une pandémie, on sort de 5 ans où il y a eu beaucoup de choses. C'était quand même un quinquennat très économique qui a été fait, donc ça a lancé pas mal de choses. On a l'impression que le seul débat économique, c'est les droits de succession. Voilà. Franchement, on est d'accord. Ça a l'air d'être cantonné à ça. Et tout le monde court après tout le monde. Alors finalement, ce que je retiens, c'est quand on regarde tous les programmes. D'abord, il n'y a aucun programme en tant que tel. Je rappelle que François Fillon, lui, quand il avait fait campagne, il avait travaillé pendant 2 ans et demi sur un programme. Emmanuel Macron, il avait travaillé pendant 9 mois sur un programme, et il y avait un vrai débat d'idées à l'époque. D'ailleurs, ils avaient des programmes qui se recoupaient pas mal, qui étaient assez similaires, mais il y avait eu ce gros travail, si on s'en souvient. Là, il n'y a pas eu ce travail, c'est-à-dire que les candidats ont d'abord cherché à se faire élire. Et il n'y a pas eu un vrai travail des partis, parce qu'il y a un affaiblissement des partis sur une plateforme. C'est-à-dire qu'on a des candidats qui sont quasi sans parti aussi. Il y a des candidats sans parti. On a même des candidats qui viennent de think tank. Si je prends Gaspard Koenig ou Rafik Mati, par exemple, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que ça fait bouger les idées. Ce que je retiens, c'est qu'à gauche, outre le côté qui reste toujours punitif par rapport aux entreprises, on est sur le pouvoir d'achat, on est sur une meilleure représentation des salariés dans les boards et dans les organes sociaux, en essayant de casser un petit peu
tout ce qui a été fait, pas que depuis Macron, je dirais le quinquennat de Hollande, il ne faut pas oublier que les lois El Khomri, il y a un avant, il y a un après. Les lois El Khomri, elles ont été hyper efficaces. Donc ils sont essentiellement là-dessus. Et puis à droite, on vous parle des impôts de production, finalement, parce que je crois que c'est quelque chose qui est important. Et puis tout le monde se retrouve à gauche et à droite sur le pouvoir d'achat, les augmentations de salaire ou autres. Mais finalement, il n'y a pas de programme en tant que tel, il y a des mesures qui sont énoncées. Et quand on s'amuse à lire les différents programmes, le plus structuré, alors, je ne suis pas en accord avec, mais c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, je comprends, vous n'êtes pas en accord avec. Mais il a fait un vrai effort de structuration. Après, il est en perpétuelle campagne depuis longtemps, donc peut-être ça lui donne le temps de structurer. Voilà. Oui, mais au moins il part de quelque chose, peut-être contestable, qu'on n'aime pas, ça dépend qui, mais peu importe. Mais en tout cas, il part de quelque chose. Là, ça reste quand même globalement à faire. Mais la surprise, finalement, elle n'est pas là. Le laboratoire d'idées, finalement, on en parlait, il ne vient pas de là. Il vient de tout l'écosystème qui est autour. Le MEDEF, l'UIMM, France Industrie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, ils se sont inspirés un peu, ça me fait penser aux précédentes campagnes avec Nicolas Hulot qui voulait imposer des thèmes sur l'écologie. Eux, ils imposent des termes sur l'industrie. Le MEDEF, eux, ils sont sur réindustrialisation et décarbonation de l'économie. L'UIMM, ils sont sur un gros choc fiscal. 40 milliards, 45 milliards, 17 milliards de charges sociales et 30 milliards d'impôts de production. Mais une idée que j'ai trouvée très très intéressante de dire, d'abord, il faut que les lycées professionnels dépendent du ministère de l'Industrie et pas de l'Éducation nationale. C'est hyper intéressant, je trouve. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et ils s'intéressent beaucoup justement aux contrats, unifier aussi les contrats d'alternance, avoir un grand ministère de l'Industrie. Et puis, hasard du calendrier, ce matin, on avait Alexandre Sobo pour France Industrie qui détaillait ces mesures qui ne sont pas très différentes. C'est 35 milliards de choc fiscal, pareil. Impôts de production et charges sociales, cotisations sociales, mais surtout un grand ministère de l'Industrie qui intègre l'énergie, en disant l'énergie, si elle reste positionnée sur l'écologie, il va y avoir un biais idéologique. Évidemment. Or, la transformation et la décarbonation de l'industrie, ça passera par l'énergie. Donc, il faut. C'est un gros consommateur d'énergie, l'industrie. C'est énorme et c'est l'enjeu. Et hasard du calendrier aussi, ce matin, le gouvernement annonçait un plan de 5 milliards. La France va être leader, 5,6 milliards pour la décarbonation de l'industrie. On a quand même 25 sites industriels en France qui sont responsables de 30% des émissions de CO2. C'est quand même extrêmement important. Et donc, je trouvais que l'ensemble de ces organisations professionnelles et industrielles donnaient un certain nombre d'idées. Mais il n'y a aucun candidat qui va reprendre à son compte un choc fiscal à 40 milliards pour les entreprises. Il a déjà commencé parce qu'il y a déjà eu 10 milliards de production avec Emmanuel Macron. Donc ça a déjà commencé, ça peut se poursuivre. Je pense que pour qu'on comprenne, le Conseil d'analyse économique avait sorti des rapports en 2019 et 2020 sur les impôts de production. Et effectivement, quand vous voyez la proportion, ça représente en France 3,7% de la valeur ajoutée, c'est 0,7% en Allemagne. C'est un rapport de 1 à 6, 0,7 en Allemagne, 3,7 en France. Et en moyenne, on est 2 fois plus élevé que par rapport à la moyenne européenne. Donc il faut faire ce rattrapage. Ce choc, on en a besoin. À mon avis, on ne pourra pas y couper. On a des taxes stupides, comme la C3S. La C3S, oui. Ça, tout le monde en parle aujourd'hui. Elle est dénoncée depuis 2019 avec cet impôt en cascade. C'est-à-dire que ce n'est pas un impôt comme la TVA, qui est certainement le plus intelligent, puisqu'il s'annule d'une entreprise à l'autre. Là, il se cascade, donc on paye de l'impôt sur l'impôt in fine. Et ça en arrive à favoriser les entreprises qui ne produisent pas et qui importent, et à défavoriser, c'est une taxe finalement sur les entreprises qui produisent et qui exportent. Quelle est la position de nos candidats déclarés là sur ces impôts de production ? C'est devenu un peu la tarte à la crème, puisque tout le monde veut supprimer maintenant la C3S. Ça semble assez clair. Et finalement, un des grands enjeux, ça va être
quelle contrepartie on va demander, parce que si vous avez remarqué... C'est toujours comme ça. En général, le mot contrepartie revient toujours du côté des entreprises. Vous vous souvenez, la fameuse annonce des 10% d'augmentation de salaire qui était à la charge des entreprises pour 8 milliards et on donnait que 10 milliards, on donnait 10 milliards d'aides aux entreprises. Donc, bon, on voit bien qu'il y a quelques errements en la matière. Et parce que l'enjeu, ça va être aussi tous les candidats, tous, de droite, de gauche, ils nous parlent tous du pouvoir d'achat avec des chiffres différents sur le SMIC. Quand Yannick Jadot parle de 1 600 €, c'est en 2027, ça ne veut plus rien dire. Donc, du coup, comment les salaires vont-ils augmenter sans nuire à la productivité ? Il y a quand même une pression globale d'une partie des candidats, en tout cas, de faire augmenter les salaires. Ouais. Mais effectivement, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas les candidats qui vont payer les salaires, mais bien les entreprises. Et effectivement, la question de la productivité, de la compétitivité va se poser immédiatement derrière. C'est-à-dire que le coût du travail va se reposer de nouveau. C'est le vrai problème. Et puis, il faut poursuivre. On vient d'avoir les chiffres ce matin. 650 000 créations d'emplois en 2021. Mais, alors on peut se dire, il y a un effet ciseau avec la crise. Depuis fin 2019, ça fait 300 000 créations d'emplois nettes. Donc, du coup, on voit bien qu'il faut poursuivre là-dedans. Et on voit bien qu'à 7,6% de taux de chômage, on est finalement au plein emploi, on en avait déjà parlé. On est au taux de chômage structurel. Voilà. Et justement, le cercle des économistes, qui lui a identifié cette thématique, parle d'une chose très très importante. Il dit, le problème, c'est que sur les jeunes de 15 à 29 ans, il y en a 17% qui sont des NEETs. Vous savez, ce terme anglo-saxon, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation, ni à l'école. Et 17%, c'est absolument énorme. Et quand on voit aller les chercher. Du monde, ça veut dire que ces gens-là, il faut les réintégrer dans un système éducatif et de formation. Merci beaucoup Arnaud Marion, vous revenez le mois prochain ? Absolument, merci Aurélie. Et on poursuit cette émission avec Frédéric Bondou, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Grand Seiko Europe. C'est une marque horlogère japonaise qui a fêté récemment son 60e anniversaire. Vous en avez pris la tête en 2020, juste au moment de la pandémie. Moi, je voulais savoir comment est-ce qu'on se positionne quand on est une marque japonaise sur un marché européen où on a de grands noms de l'horlogerie, notamment en Suisse et en France. Alors, il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a une grande culture horlogère japonaise. Mais ça, on ne le sait pas. Racontez-moi, je ne savais pas, moi. En fait, prenez une marque comme Seiko, par exemple, qui est une marque qui a été créée en 1881, donc avant certaines marques suisses d'ailleurs, qui était leader en termes de volume dans les années 60-70, et qui l'est encore aujourd'hui, et a mis parfois très à mal d'ailleurs l'industrie suisse dans les années 70, il faut le savoir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une renaissance de l'industrie suisse sur le haut de gamme, et Seiko naturellement plus une option sur le volume, à part qu'en 1960 est créée au sein de Seiko Watch Corporation une entité indépendante qu'on appelle Grand Seiko, qui est un produit en fait basé sur trois principes: la lisibilité, la beauté et tout ce qui va être précision et aspect technique. C'est une pièce qui est tellement particulière qu'elle est produite à la main, encore aujourd'hui d'ailleurs, avec une production qui est très faible et qui est de facto réservée au marché domestique japonais. Et ça pendant 50 ans. Alors pour revenir à votre question, je dirais qu'on a le même langage que les Suisses, mais on n'a pas la même grammaire. D'accord. Et donc, du coup, c'est cette nouvelle grammaire que vous essayez de développer en Europe ? Absolument. Depuis maintenant 10 ans, en fait, exactement 2010, les Japonais ont décidé de pouvoir promouvoir Grand Seiko en dehors de l'archipel. Et à cette vocation, donc, il y a eu une séparation des marques Seiko et Grand Seiko qui a pris place en 2017. On a créé pour cela aussi une structure aux États-Unis qui s'appelle Grand Seiko Corporation of America, qui est dédiée à la distribution et au marketing de cette maison sur le territoire nord-américain, États-Unis et Canada. Et aujourd'hui, on a un succès absolument incroyable sur les États-Unis, d'ailleurs, cette structure est tenue par un Français. Aujourd'hui, les Japonais ont l'intention d'avoir un petit peu la même success story en Europe qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Vous-même, vous êtes passé par d'autres marques horlogères avant de prendre je suis un vétéran un petit peu. de l'horlogerie. Et qu'est-ce qui différencie, selon vous, cette marque que vous dirigez aujourd'hui par rapport aux grandes maisons par lesquelles vous êtes passé auparavant, Omega, Longines ?
Alors aujourd'hui, en fait, beaucoup de maisons, je ne vais pas donner de nom parce que ce n'est pas ma vocation ici, ont en fait des codes du luxe avec des produits de très très bonne qualité, mais qui restent en fait des produits à vocation industrielle, même si les manufactures sont absolument fantastiques. Grand Seiko aujourd'hui n'est pas une maison de luxe, mais par contre est une maison de très haut de gamme, de fabrication d'horlogerie japonaise, qui est très différent. Aujourd'hui, nous avons une production qui va être relativement faible, qui va être à peu près de 55 à 60 000 pièces par an. Tout est fait dans 2 sites de production, un au nord du Japon, à Morioka, qui est spécialisé dans tout ce qui est mouvement mécanique et remontage manuel, et un autre qui est près de Nagano, qui est spécialisé dans tout ce qu'on appelle le spring drive. Le spring drive est un mouvement très particulier, qui est une sorte de mouvement hybride. Ça veut dire quoi concrètement? En fait, c'est un mouvement qui a la précision d'un mouvement quartz avec la capacité technique d'un mouvement automatique. Et le groupe Seiko est le seul à avoir cette capacité aujourd'hui de production. Et ce spring drive est très particulier. On est dans quelle gamme de prix? Parce que vous dites on n'est pas luxe, on est très haut de gamme. Alors aujourd'hui, on a un prix moyen en Europe qui est de l'ordre de 7 000 € TTC, prix public. On vient de sortir une nouvelle gamme qu'on appelle Evolution 9, Evolution 9 en français, qui reprend les codes esthétiques de base des années 1960, avec encore une fois une évolution en fait de la gamme pour la nouvelle génération. C'est un nouveau visage en fait de la marque qui est en train de se mettre en place, basé encore sur 3 piliers. Le premier, c'est un pilier esthétique, encore une fois, parce que l'esthétisme est très important au Japon. Ensuite, un pilier de lecture. Le fait d'avoir une lecture qui est facilitée est une chose très importante. Et naturellement, après, un pilier qui est lié à une bicéphalité entre le confort et l'aspect technique. On a sorti 2 nouveaux mouvements absolument somptueux, justement, il y a 2 ans pour fêter le 60e anniversaire de la maison. Et cette Evolution 9 commence, en termes de gamme, à 9 500 €. Vous me dites qu'il y a des spécificités visiblement techniques et j'entends bien l'innovation, en tout cas, que peut apporter votre marque. Est-ce qu'il y a aussi, et je suppose que la réponse est oui, évidemment, des différences culturelles par rapport à une maison occidentale? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les Japonais sont des gens qui sont d'abord des techniciens de très, très haute volée, avec une vision qui est maladive quasiment sur la finition des produits. Moi, quand je suis parti la première fois au Japon, j'ai voulu naturellement voir la manufacture. J'ai passé un petit peu de temps avec des horlogers à démonter, remonter un calibre, en fait, un mouvement. Et j'ai vu que au moment où les anglages sur les aiguilles étaient réalisés, ils faisaient les anglages à la main. Aujourd'hui, il n'y a plus de manufacture en Suisse qui fait les anglages à la main, peut-être encore quelques artisans indépendants, mais voilà, et j'ai posé la question, mais est-ce que c'est normal de faire les anglages à la main ou c'est pour moi? Et là, la réponse était très claire, mais en fait, ils ne comprenaient pas ma question. Pour eux, c'était une question absolument absconse, c'est juste une évidence. Donc, en fait, il y a une qualité de finition qui est absolument incroyable chez Grand Seiko. Aujourd'hui, un horloger qui va être qualifié pour travailler pour une montre Grand Seiko, c'est une personne qui va avoir approximativement en fonction de sa spécialité, entre 10 et 15 ans de pratique horlogère avant de pouvoir être qualifié pour travailler pour Grand Seiko. Donc on a la crème de la crème en termes d'artisanat. Et c'est vrai que la valeur manuelle, la valeur en fait aussi culturelle et historique et même... C'est une question en fait de garder la face. On ne peut pas au Japon ou en Asie, majoritairement en fait en Asie, mais aussi voilà, au Japon, promouvoir un produit sans être certain que le produit soit parfait. C'est une question de dignité, c'est une question de culture, c'est une question d'éducation. Donc oui, il y a beaucoup de différences culturelles en termes de marketing, en termes de production, entre ce qu'on peut trouver en Europe ou en Occident et ce qu'on trouve au Japon. J'ai lu que la culture de votre marque est très attachée à la nature. Et c'est vrai que quand on pense montre et horlogerie, on ne pense pas nécessairement à la nature. Comment est-ce que ça se traduit ? Alors encore une fois, c'est vraiment lié à l'esprit japonais. Le Japon est un archipel, donc c'est déjà en fait une île qui se doit de se suffire à elle-même. Les Japonais sont une structure
sociétale très particulière aussi. Ce sont des gens qui sont très axés sur la culture japonaise et nippone et qui sont relativement fermés sur l'aspect extérieur. Ça a toujours été le cas. La mère nature, qui en fait vient nourrir la population, a toujours été considérée comme une chose très particulière qu'il faille protéger et qu'il faille naturellement regarder de manière différente. Aujourd'hui, la culture japonaise, je prends un exemple, par exemple, sur les saisons. En Europe, en Occident, on a 4 saisons, majoritairement, hein, si on se trouve effectivement l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Enfin, en tout cas, pas dans les tropiques ni dans les équateurs. Eux ont 24 saisons. Comment ça, 24 saisons ? Ils ont 24 saisons. C'est-à-dire qu'il y a 4 saisons, mais chaque saison est divisée en 6 sous-saisons, qui elle-même, d'ailleurs, est divisée en différentes petites saisons. Quand vous prenez l'été, par exemple, on a clairement une différence entre la nature au début de l'été et à la fin de l'été. Oui, bien sûr. Pareil en hiver. Ici, en fait, on a une structure qui est très différente. Donc, la manière de voir la nature, de la considérer, de l'apprécier, est un hommage rendu. Et c'est vrai que souvent, nos cadrans reflètent cet hommage de la nature environnante de nos manufactures. On retrouve sur nos cadrans différents tableaux de ce qu'on peut trouver dans la nature environnante de nos manufactures. On a un best-seller que l'on appelle la Snowflake, qui reprend les premières neiges sur les contreforts du mont Fuji, qui est réellement, en fait, on a l'impression de voir les premières flocons de neige qui viennent se poser sur le mont Fuji. C'est un travail... C'est une marque poétique, en fait. Oui, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de valeur à l'éducation. C'est une marque qui est très... J'avoue que je suis très fier de travailler pour Grand Seiko et de promouvoir Grand Seiko en Europe, parce que c'est une belle maison avec plein de valeurs qui, quelque part, sont très respectueuses de ce qu'est l'homme et l'humanité. C'est un peu plus que philosophique, en fait. Vous avez ouvert un grand temple de l'horlogerie Place Vendôme. C'est la plus grande boutique de votre marque à travers le monde. Je me suis dit, c'est étonnant ce choix d'ouvrir déjà un magasin quand on est en pleine pandémie, et puis un magasin physique, j'entends, et puis en plus de faire ça en France, qui n'est pas le berceau de la marque. Alors, je me suis dit, c'est une démonstration de force. De quoi s'agit-il ? Il y a différents messages. Au départ, on voulait fêter le 60e anniversaire de manière importante, en grande pompe, et on voulait le faire sur un endroit naturellement qui était complètement en fait lié à cette image du luxe et cet esprit en fait global. Paris, la Place Vendôme reste, et c'est une chance, un endroit idéal pour manifester effectivement ce type de message. On voulait ouvrir donc en 2020. La pandémie est arrivée. On devait ouvrir le 26 mars exactement 2020. 4 jours après le départ des restrictions françaises. On a ouvert en fait le 5 juin. C'est effectivement la plus grande boutique Grand Seiko au monde, avec plus de 180 mètres carrés de surface de vente. On a 140 différentes références et c'est aujourd'hui encore l'endroit idéal pour aller choisir sa Grand Seiko, quelle que soit la situation géographique. Même à Ginza, on n'a pas autant de références pour GS aujourd'hui. Place Vendôme, clairement, c'est à la base réellement, comme l'a voulu Colbert, hein, un endroit où on retrouve différentes choses, des chancelleries, une banque, des banques, des financiers et des artisans qui étaient là pour le rayonnement, je dirais, du règne de Louis XIV. Aujourd'hui, il reste toujours d'ailleurs ces 3 choses-là. Hein. On a toujours la chancellerie, Place Vendôme, on a toujours des banques en étage, et on a toujours en fait cet rayonnement de produits de haute qualité et de savoir-faire très particulier, d'excellence. Les marques sont devenues naturellement beaucoup plus internationales. Absolument. Et différentes maisons se sont installées sur la Place Vendôme. Mais à la base, le message de rayonnement reste le même. C'est-à-dire qu'on vient toujours Place Vendôme de l'ensemble du royaume ou de l'ensemble en fait, du monde entier pour acquérir des biens très particuliers avec une grosse valeur ajoutée et un savoir-faire technique unique. Et pour lesquels l'expérience client reste importante. Ce n'est pas un objet qu'on achète sur Internet, c'est vraiment... Il faut avoir l'expérience en boutique quand on est dans cette gamme-là. Question de maturité de génération. Aujourd'hui,
des personnes plus âgées, plus matures, vont pas naturellement accéder directement sur un achat online. Est-ce que la nouvelle génération va le faire ? Peut-être plus facilement. C'est pas une question en fait. C'est pas une question de frein financier. C'est juste une question d'expérience. Aujourd'hui, je pense que le online et le offline sont très complémentaires. Je pense qu'aujourd'hui, on va d'abord considérer un achat potentiel sur le online. On va concrétiser, ou en tout cas, on va crédibiliser son émotion sur le offline. Et après, si l'achat se fait offline ou online, ça reste assez égal. J'ai un très bon exemple qui est celui de mon épouse qui me dit mais jamais je mettrais 3 000 ou 4 000 euros dans une montre, pas dans une montre, mais sur un achat digital, sur Internet. Je dis mais on le fait déjà quand on part en vacances. Donc quelque part, c'est pas la même chose, mais on est prêt en fait à le faire. Cette transformation en fait financière sur l'achat online, il est inconsciemment déjà actif, quelle que soit la génération. Justement, quelle est la génération qui consomme vos produits aujourd'hui ? Alors, on a deux types de personnes. Quand moi j'ai créé la structure, je ne savais pas si l'audience de Grand Seiko était directement liée à la culture de Seiko et vraiment en fait des gens qui étaient des passionnés ou des fanas, enfin des amateurs de Seiko allaient chercher le Graal avec Grand Seiko. Ou plutôt en fait des jeunes ou d'autres personnes qui arrivaient d'autres maisons qui vraiment cherchaient un produit de qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, clairement, on a sur Vendôme 50% de notre volume qui est fait auprès d'une génération de moins de 30 ans. Donc c'est très jeune. La moitié. Oui, la moitié. C'est très jeune. C'est très étonnant parce qu'à ce niveau de prix... Oui et non. Nous, on a vraiment une clientèle naturellement relativement privilégiée. Bien sûr. Clairement. Donc l'argent n'est pas un argument sur Grand Seiko. On a des gens majoritairement de bonne éducation. Ce sont des gens faciles à travailler. Ils connaissent très très bien la marque. Ils sont déjà parfois possesseurs d'ailleurs. Et effectivement, 50% de nos ventes en volume se font à des gens de moins de 30 ans. Avec la pandémie, on a eu très très peu de touristes aujourd'hui, jusqu'à encore aujourd'hui sur Vendôme, à part quelques Américains cet été. Mais c'est vrai que, 80% de nos ventes se font à des Français. Et ce qui est très sympathique aussi de voir, c'est que la marque est très addictive. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui reviennent racheter une GS à Vendôme, par exemple, est relativement important. On a un taux de transformation sur Vendôme qui est très, très qualifié. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est un monomarque, monoproduit. Donc, quand vous rentrez chez Grand Seiko, c'est pas pour acheter autre chose qu'une Grand Seiko. Et ça, c'est une chose qui est assez forte. En parallèle de cette boutique, on a aujourd'hui en Europe 70 points de vente d'un très bon niveau de qualité de distribution en termes de marque ou de portefeuille de marque, qui sont toutes situées dans des endroits stratégiques en termes de chalandise haut de gamme. Et on a aujourd'hui, entre le départ de la structure en 2020 et aujourd'hui, on a plus que triplé le chiffre d'affaires. Donc même si on a eu une période quasiment de 4 mois de fermeture d'activité sur le premier fiscal, sur Grand Seiko Europe, et quasiment 2 mois et demi sur le deuxième fiscal, on a réellement une appétence qui est importante et on a ouvert de très beaux points de vente avec des rotations très intéressantes. Vous allez continuer à en ouvrir ? Alors, oui, j'aimerais en fait arriver à une structure en Europe où on est... L'Europe, c'est pour moi le Benelux, l'Allemagne, l'Italie, la France et la Suisse. On sera entre 80 et 85 points de vente grand maximum. On a une petite production. Je ne veux pas avoir une distribution qui soit pléthorique parce qu'après, c'est pas qualitatif. Et on a des partenaires qui sont des gens qui se sont engagés, comme nous nous engageons, sur un aspect très humain. Moi, je suis une personne relativement... j'aime beaucoup cet aspect humain. Pour moi, c'est important, la confiance. Et on s'engage sur du long terme. Merci beaucoup, Frédéric Bondou. Je rappelle que vous êtes président de Grand Seiko Europe. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, madame. Et on termine cette émission avec Agathe Bousquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Publicis en France et Bertrand Ciseaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, directeur de la communication groupe BNP Paribas et directeur adjoint de l'engagement d'entreprise. Et vos deux groupes, en fait, si vous êtes là tous les deux, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble sur un plateau ? Une banque et un groupe de publicité et de communication. C'est parce que vous avez décidé de lancer un programme en commun qui s'appelle MyCom for Impact. Agathe, quelle est l'idée de ce programme ? Alors, c'est une grande idée et je tiens à dire que c'est une idée
de BNP Paribas. Alors Bertrand, quelle est l'idée de ce programme? Celle qui répond, mais au départ, oui, c'est toujours honneur aux femmes. Non, mais c'est toujours hyper intéressant de se souvenir du début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est quand même une grande marque, BNP Paribas, qui se positionne depuis de très nombreuses années auprès d'entrepreneurs et de différentes entreprises à impact, qui est quand même leader sur le sujet, et qui se dit, et notamment par la voix de son DIRCOM, que la communication joue un rôle majeur pour accélérer le développement de ces entreprises-là. Et donc Bertrand Ciseaux s'est tourné vers son partenaire historique, Publicis, pour savoir si on pouvait monter dans l'aventure. Mais c'est une idée de BNP Paribas qui est une idée qui, quand ils regardent les entreprises qu'ils accompagnent, les entrepreneurs, les entreprises à impact qu'ils accompagnent, ils se disent au fond, en réalité, il y a aussi besoin de la communication qui joue un rôle majeur dans l'accélération et le développement de ces entreprises, qui peut être un frein si on n'a pas les moyens d'accompagner le développement de ces entreprises. Comment est-ce que je peux embarquer mon partenaire Publicis dans cette aventure? Voilà, donc c'était important pour moi de le dire, mon cher Bertrand. Bertrand, pourquoi vous avez fait ce constat-là? Parce que c'est vrai, on se dit, les entreprises à impact, elles se tournent vers BNP Paribas plutôt a priori pour des logiques de financement. Comment vous en êtes arrivé à la conclusion qu'il fallait aller plus loin, un cran plus loin dans l'accompagnement? Effectivement, dans la banque commerciale en France, il y a ce dispositif qui est centré sur ces entreprises à impact, qui a un nom, c'est le dispositif Act for Impact, qui travaille pour à peu près 30% des entreprises à impact en France, 2000-2500. Et donc, l'équipe commerciale qui fait ce travail-là les connaît très bien, dialogue régulièrement avec elles. Et donc, au fil des conversations, ils se sont rendus compte que la communication était souvent un des leviers qui leur permettait ou les bloquait dans leur passage à l'échelle. Et c'est en dialoguant avec ces équipes commerciales, et notamment avec la patronne de cette équipe, qui est Raphaël Leroy, qu'on a eu cette idée. Et sincèrement, c'est devenu un projet. Je vais renvoyer l'ascenseur à Agathe. Non, mais sérieusement, c'est devenu un projet quand on a commencé à s'en parler avec Publicis, parce que c'est là que la réalité de ce que ça pouvait être comme geste utile pour ces boîtes-là a émergé. Donc c'est assez intéressant parce qu'à la fin, c'est finalement deux grands leaders français et européens, BNP Paribas et Publicis. L'un spécialiste effectivement de ces entreprises et l'autre spécialiste de la com, et on essaye ensemble de voir comment donner un coup de main pour ces natives, ces boîtes qui sont en fait tout le monde est de plus en plus boîte à impact en fait. C'est vrai. Publicis est de plus en plus une boîte à impact dans sa transformation. BNP Paribas évidemment, on est le leader mondial de la finance durable dans beaucoup de domaines. Mais là on parle des gens qui sont non pas des digital natives, mais des impact natives. Ouais. Et c'est ces gens-là qu'on a voulu aider et accompagner. Et ils ont une relation assez particulière à la com, c'est ce qu'on a compris en passant un peu de temps. Justement, c'était la question que j'allais vous poser, Agathe. Est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement qui est spécifique, différent d'une entreprise lambda ou d'une entreprise vieille version, si je puis dire? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des besoins qui finalement sont, à bien les égards, pas très différents d'autres grandes entreprises, parce qu'il y a des fondamentaux dans la communication, quand même. Oui. Et ces fondamentaux, petits, moyens ou grands, on les a. C'est-à-dire quelles sont mes cibles, quel va être mon positionnement, comment je vais me différencier, quel est mon nom de marque, est-ce que j'ai le bon, est-ce que je suis lisible dans ce que je propose, pourquoi je suis là, à quoi je sers, enfin des questions un peu existentielles de marque, oui, mais qui sont extrêmement clés et qui font d'ailleurs que le planning stratégique a de beaux jours devant lui, parce qu'en réalité, c'est vraiment des questions essentielles, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et au fond, après, dans la stratégie des moyens, ils vont avoir un rapport à la communication et un rapport aux moyens qui est parfois empreint de certains préjugés, c'est-à-dire il y a des choses que je peux me payer, des choses que je ne peux pas me payer, ce qui n'est pas toujours vrai. Et puis, ils ont parfois aussi des réflexes qui méritent d'être affinés. On peut être tenté de donner beaucoup sur certains réseaux, sur certaines plateformes ou sur certains médias, alors qu'en réalité, finalement, une petite diversification permettrait aussi d'être plus efficace. Donc, il y a beaucoup de conseils dans ce qu'on va faire. Parce que pour ces entreprises-là, au début de l'histoire, c'est très important d'optimiser tout ce qu'on va faire. Et donc, il y a besoin de conseils pour bien optimiser les choses. Et puis aussi, parfois, pour challenger des choses qui ont été posées au départ, au début de l'histoire de l'entreprise, et qui peut-être ont été mal posées. Il y a beaucoup d'idées en France qui sont de très grandes idées, dont parfois un manque de design, un manque de positionnement, un manque de réflexion. Le produit est très bon, mais il n'a pas su être bien vendu, pas bien
singularisé dans son marché, et donc il va rester dans un tiroir alors que c'était une grande idée. Là où parfois les anglo-saxons sont meilleurs pour designer ou pour positionner, bon, c'est pas toujours complètement fini, mais voilà. Et donc on a un rapport au marketing qui est parfois un petit peu complexe, un rapport à la communication en mode c'est que de la com, un petit peu, qui met ça un peu de côté, alors qu'en réalité c'est souvent une grande partie aussi du chemin pour réussir. Et vous challenge aussi sur la mise en œuvre ensuite de la communication, attention à la pollution, ce genre de choses, comment on réalise tous les actes de communication. De toute façon, et je pense que votre question elle est très intéressante, parce que de toute façon, et c'est là où le partenariat avec BNP Paribas n'est pas anodin, c'est que tout le monde nous challenge. C'est ça. Nos clients nous challenge, la Convention citoyenne nous challenge, tout le monde nous challenge sur ce sujet-là. Donc c'est un sujet qui, évidemment, avec eux en particulier, ce sera au cœur de nos réflexions. Mais nos métiers se sont énormément transformés depuis quelques années, sous une certaine pression, c'est vrai, des citoyens, sur comment est-ce qu'on a pas trop d'impact quand on veut avoir de l'impact, justement, qu'on n'a pas trop d'impact environnemental quand on veut avoir de l'impact marketing. Et donc, il y a eu vraiment des pas en avant, des bons en avant même sur ce terrain-là, en termes de mesures, en termes de manière de produire, en termes de manière de ne pas gaspiller, de recycler, et même aussi en termes de représentation. Par exemple, des minorités, etc. Il y a plein de sujets qui ont énormément changé dans la communication. Pas seulement d'ailleurs sous l'effet des agences, mais aussi sous l'effet des directeurs de la communication et des annonceurs. Donc j'ai envie de dire, oui, évidemment, sur ce sujet-là, mais en général, de toute façon. Voilà. Vous devez l'éprouver tous les jours, ça, j'imagine, Bertrand Ciseaux. Ah oui. Et alors on l'éprouve au niveau de l'offre de produits et services que l'on propose à tout le monde. Et l'offre verte, l'offre financière verte, elle est sur étagère, elle est aujourd'hui à disposition de toutes les clientèles particulières et entreprises. Que ce soit du côté de l'épargne, du côté des financements, elle existe. Et l'enjeu maintenant, c'est qu'elle soit promue par nos forces commerciales et achetée par nos clients. Et c'est pas parce que les choses existent que... Il faut s'emparer des outils, en fait, absolument, c'est ça. Et des produits. Et c'est là où la com a un rôle évidemment très important. Donc les dispositifs commerciaux doivent évidemment les promouvoir, mais après il faut savoir les vendre. Et cette communication-là, elle passe du bon côté de l'histoire si elle s'attache à prioriser tout ce qui est du registre des usages durables, qui vont être ceux qui permettent la convergence vers les accords de Paris et la construction d'une économie bas carbone à horizon 2050. Donc si la communication, c'est bien faire ça, et si les entreprises en amont ont bien fabriqué, proposé, designé les produits et les services, normalement, les consommateurs et les entreprises vont progressivement consommer ce qui doit l'être et moins ce qui appartient au monde d'avant et qui embarque un impact carbone beaucoup trop lourd. Et c'est ça qui est intéressant avec ces entreprises, c'est qu'on va devoir aussi, finalement, en leur donnant un coup de main, on va accélérer la visibilité de ce qu'ils proposent. Et ce qu'ils proposent sont des usages durables et une nouvelle manière, soit de consommer, soit de vivre, tout simplement. C'est un programme qui est quand même ambitieux parce que vous allez accompagner sur le temps long, puisque c'est 3 ans, 15 entreprises. Ouais. De quelle manière est-ce que vous allez les accompagner ? On va d'abord s'attacher à bien les choisir. Oui, ça c'est la base. Bien les choisir, c'est vraiment choisir celles qui ont, pour lesquelles un accompagnement de cette nature qui mobilise des ressources, et beaucoup chez Publicis, aussi chez nous, c'est du temps pour tout le monde. Puis c'est du temps pour elles aussi. Ces entreprises sont petites, enfin personne n'a de temps, donc il faut bien les choisir. Il faut les choisir au bon moment de leur développement pour que une communication boostée soit un vrai levier dans leur chemin de croissance, là où elles en sont. Donc on a construit un jury. Et ce jury, on est assez convaincu qu'on va avoir beaucoup de demandes. L'idée, c'est 15 entreprises sur 3 ans. C'est un programme de 3 millions d'euros. Oui, quand même. Oui, 5 entreprises par an. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On s'est beaucoup posé la question du nombre. Mais si on en fait plus, on n'aura pas, et notamment en Publicis, la capacité d'aller vraiment dans le fond des choses. Là, c'est donc une valeur de 200 000 euros de package de communication pour chacune de ces... start-up à impact. Donc, je pense que si on les choisit bien et si le travail de com est bien fait, mais ça, j'ai aucun doute, on peut vraiment avoir une utilité par ce geste qui est un geste franchement, de mécénat à la fois financier et de compétences de nos 2 entreprises. Quels sont les critères pour être éligible à ce programme ?
Alors, on a un jury, notamment qui est présidé par Hortense Aran, qui elle-même connaît bien ces sujets-là, puisqu'elle a monté, c'est la CEO de Fleurs d'ici, vous savez, qui propose une plateforme de fleurs très locales, de saison, etc., qui a fait un formidable travail de positionnement sur son marché, mais aussi de positionnement de marque. Fleurs d'ici, c'est le logo, le positionnement, la singularité. Donc on trouvait qu'elle incarnait bien ce monde-là. Donc on va choisir avec le jury. Ce qu'on se dit, parce que c'est important, c'est que, et Bertrand le dit très bien, on n'a pas choisi, on aurait pu dire on va accompagner 100 entreprises, surtout pas, ou 2, dommage. Non, on veut choisir un nombre qui permet d'être très professionnel pour avoir de l'impact pour ces entreprises qui en ont. Donc le sujet, pour nous, ça va être de dire, par rapport à là où elles en sont, là où elles veulent aller, la communication est un vrai accélérateur ou est un peu juste cherry on the cake. Non, si c'est un vrai accélérateur, on sent que ça peut vraiment faire basculer les choses. Là, on se dira que ce sera un premier critère. Et évidemment, parce que c'est toujours comme ça, on choisira aussi en fonction d'une sensibilité à ce que fait l'entreprise sur le fond, à ce qu'elle est en train de changer. Voilà, on est tous très connectés aux enjeux du monde, aux transitions. Donc voilà, on sera sensible aussi à regarder aussi des gens qui ne sont pas que Paris intramuros. Voilà, on a une dimension qui va nous intéresser, qui est d'aller voir aussi un peu en dehors de la ville dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà, mais en France. Oui, on est en France, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, c'est un engagement de Publicis France. Peut-être qu'un jour, notre bonne expérience donnera des best practices qui feront qu'on ira ailleurs. Mais aujourd'hui, on a à la fois énormément d'ambition avec ça. On est sûr que c'est ça qu'il faut faire. On sait, Bertrand et moi, à quel point la communication peut être vraiment du côté de la transition, et notamment de la transition environnementale. On sait à quel point c'est fondamental de promouvoir des meilleurs usages, tu l'as dit Bertrand, des meilleurs services, des meilleurs comportements, et que s'il n'y a pas de communication, il y a tout un tas de changements qui n'auront pas lieu. Donc on a besoin de ça. Et à la fois, on est hyper humble, c'est-à-dire que c'est une première. On réunit des gens pour nous accompagner. On le fait avec tes équipes, Bertrand, on le fait avec mes équipes. On le fait vraiment en co-construction. Et d'ailleurs, on ajustera. Mais on le fait avec humilité, dans le sens où on va peut-être découvrir des choses qu'on n'a pas imaginées. On s'est beaucoup réunis, on a beaucoup travaillé. On va peut-être découvrir qu'en fait, c'est pas assez, c'est trop, qu'on peut au contraire accélérer dès la deuxième année, que le jury est trop restreint, qu'il est trop large. Voilà. C'est pas parce que vous êtes des professionnels de la com tous les deux que c'est une action de communication. Ah non, non, c'est pas une action de communication. D'abord, il faut savoir que la colonne vertébrale de BNP Paribas sur le positive banking, elle a pas changé que la manière que Publicis a de faire la communication de la marque BNP Paribas. Elle a quand même changé et diffusé beaucoup dans l'entreprise dans la matière de faire le métier. Nous, la façon dont on travaille aujourd'hui, indépendamment de ce qu'on peut communiquer ou de ce qu'on peut faire avec nos clients, a énormément changé. Enfin, moi, je passe une très grande partie de mes journées à être sur des sujets de responsabilité. Mais vraiment, ça a pris une place depuis quelques années dans nos vies qu'on n'avait pas imaginé il y a 20 ans. On a transformé les manières de produire, la manière de faire des événements dont on peut recycler quasi 100% de ce que ça met en mouvement. Et à la fin de l'événement, on peut vraiment avoir zéro impact. La manière qu'on a de faire les campagnes, et c'est notamment avec BNP Paribas qu'on a fait les premières campagnes sans impact. La manière qu'on a de faire du brief jusqu'à la diffusion des créations en médias. Ce qu'on chez nous on appelle un no impact for big impact. On cherche l'impact marketing, mais pas l'impact environnemental. Ça a diffusé sur tous nos process d'éco-communication. Je vous assure que ça aurait été plus simple d'inventer une calculette et de faire un communiqué de presse. La vérité, c'est que ça diffuse profondément dans tous nos métiers, dans notre manière de faire notre métier. Vous êtes tous les deux dans des entreprises qui se portent finalement assez bien. Je voyais les résultats de Publicis ce matin, mais j'imagine chez BNP Paribas, on est sur une bonne tendance aussi. Bertrand Ciseaux, c'est un moyen aussi de faire du partage de la valeur quelque part, ce programme-là ? D'une certaine manière, parce qu'en fait, à la base, c'est un programme mécénal. Et on aime bien l'idée, effectivement. La publicité, c'est quand même un domaine, pour pouvoir être un annonceur, il faut quand même beaucoup de ressources, il faut quand même beaucoup de compétences. C'est vrai. Et personnellement, je trouve que donner la possibilité à des petites entreprises à impact, et là-dedans, il y a des ESS aussi, des entreprises sociales et solidaires, d'être plus visibles,
je pense que c'est vraiment un geste utile. Et d'autant que, encore une fois, ce que ces gens ont à vendre fait clairement avancer la transition. Vous nous demandiez si c'était un sujet de communication. Vous savez, toutes les grandes entreprises, en tout cas celles qui travaillent sérieusement, ont vraiment complètement dépassé le stade de la prise en compte de ces sujets de transition pour des raisons de réputation. On n'en est plus du tout là. On en est à la mise en œuvre industrielle. Une banque, si je prends l'exemple d'une banque, ça travaille, les deux piliers de la banque, c'était le rendement et le risque. Le troisième, ça c'est le moteur de la banque. Le troisième pilier qui maintenant rentre dans le moteur, dans le quotidien de tous les process, de tous les métiers, de toutes les décisions, c'est le moteur de l'impact. C'est le pilier de l'impact. Et donc la banque tourne maintenant sur 3 piliers. Et le prochain plan qu'on va annoncer la semaine prochaine sur 3 ans, donc je ne vais pas vous dévoiler, mais il va positionner l'industrialisation de la finance durable au cœur de la stratégie. C'est vrai pour BNP Paribas, c'est vrai pour beaucoup de grandes entreprises. Par exemple, Crédit Mutuel qui a annoncé de devenir prochainement entreprise à mission. C'est leur chemin à eux. Mais c'est le cas de toutes les grandes entreprises, mais parce que c'est une question de sens, oui, mais aussi de performance durable et de commerce et de captation de parts de marché, parce que c'est là que va se trouver progressivement les besoins de nos clients. Et c'est une réalité. Donc, en matière de mobilité, en matière d'épargne, en matière de financement, tout va devenir consommation de produits financiers avec une dose d'impact. Et donc, ceux qui n'ont pas compris cela, à un moment donné, vont de moins en moins vendre leurs produits. Il reste encore de la place justement pour vendre les produits, communiquer sur les produits, où aujourd'hui on ne parle plus que de valeur et finalement d'impact des entreprises. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une imbrication des deux. Moi, je pense qu'on est passé d'une phase où la communication commerciale vendait des produits qui n'avaient pas intégré les notions d'impact, et de l'autre côté, on faisait, comme tu le dis très bien, de la communication de réputation. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passait rien, mais c'est vrai qu'on n'avait pas totalement aligné les planètes. Aujourd'hui, tu le disais, pour beaucoup d'acteurs qui sont très matures sur ce sujet-là et qui ont changé leur manière de penser des services, des produits, leur manière de travailler avec leurs équipes, de co-construire avec des partenaires, etc., ils ont des choses à dire qui, commercialement, intéressent les clients. Et donc, de plus en plus, on va parler à nos consommateurs, par exemple, de finances durables, et on ne va pas distinguer la manière de faire des campagnes corporate, des campagnes commerciales en termes de valeur. Même si c'est vrai qu'il y a des moments où on peut mettre le poids du corps sur certains produits et d'autres, on peut mettre le poids du corps sur des messages plus corporate du type marque employeur, etc. Mais il n'empêche que de plus en plus, c'est pensé de façon totalement alignée. Et je pense que c'est pas vrai qu'on peut faire des produits moches, méchants, à très mauvais impact et sortir du bois de temps en temps avec une campagne corporate comme si on se rachetait une conscience. Enfin, je veux dire, les gens ne sont pas du tout de ça. Oui, oui. Puis nous, c'est là où on joue un rôle formidable et en tant qu'agence, conseil, marketing, communication, c'est qu'on ne vit plus, on vit pas avec des gens qui sont dans un bocal et qui ne se rendent pas compte des choses. On vit avec des gens qui ont des enfants, qui lisent la presse, qui voient les études, qui voient les opinions. Et donc, c'est là où c'est devenu vraiment un partenariat de comment est-ce qu'on fait avancer les choses, en sachant qu'évidemment, on ne reçoit pas des mauvais briefs qu'il faut transformer en briefs moralement acceptables. On reçoit des briefs complexes sur lesquels on bosse ensemble pour voir comment est-ce qu'on trouve le meilleur positionnement et stratégique et créatif pour être juste, d'une certaine manière. Pour s'inscrire et candidater, Bertrand, on fait comment ? Eh bien, on postule sur le site entreprise de BNP Paribas et je crois qu'on a jusqu'au 14 février. C'est ce que j'avais en tête. On a déjà reçu beaucoup de dossiers, mais je ne voudrais pas... freiner les ardeurs. Merci beaucoup à tous les deux. Agathe Bousquet, présidente de Publicis en France, et Bertrand Ciseaux, directeur de la communication groupe BNP Paribas. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier et nous, on se retrouve vendredi prochain. Bon week-end.